Ne la laisse pas toucher au testament, chuchota Chloé. Antoine Dubois se figea, son pas suspendu. Le parquet en chêne massif craqua sous ses pieds. Un instant, il crut mal entendre. Sa main serrait encore la poignée de sa serviette en cuir, son esprit déjà absorbé par la présentation qu'il allait faire. Il se tourna lentement. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Sa voix était plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. Chloé se tenait là, en chaussettes et en sweatshirt informe. Atteignant, à peine le bouton de porte en laiton derrière elle, ses tresses étaient encore défaites, ses yeux sombres grands ouverts mais inébranlables. « Je l'ai vue, dit-elle. Mademoiselle Léa. Elle a ouvert ton coffre-fort. Elle a pris des photos du testament. » Antoine cligna des yeux. « De quoi tu parles? Chloé ?» Le nom sonna plus comme un soupir qu'une question. Il passa une main dans ses cheveux clairsemés, irrité, impatient. « Tu ne devrais pas dire des choses comme ça. »« Mais je l'ai vue, » insista Chloé. « Elle était dans le bureau hier soir quand je suis descendu chercher un yaourt. »« Chloé, ça suffit. » Sa voix monta d'un ton. « Ce n'est pas un jeu. » La fillette recula, surprise. Antoine ne lui avait jamais crié dessus. Pas comme ça. Le silence, qui suivit, fut lourd et malaisant. La lèvre inférieure de Chloé trembla un instant, mais elle ne pleura pas. « Je ne mens pas, » dit-elle doucement. Antoine serra les dents. Léa n'a fait que s'occuper de cette famille. Elle est là pour nous deux. Elle m'aide. Elle t'aide. Elle ne m'aime pas, coupa Chloé. Elle essaie, dit Antoine plus fort qu'avant. Et peut-être devrais-tu en faire autant. Longtemps. Chloé se contenta de le fixer, puis elle murmura quelque chose entre ses dents. « Qu'est-ce que tu as dit ?» lança-t-il en se retournant vers elle. Elle leva les yeux, sa voix à peine audible. « J'essaie, papa. » Le mot le frappa comme un coup de poing. « Papa. » Elle ne l'avait jamais appelé ainsi auparavant, pas en les 2 années écoulées depuis qu'il avait rencontré sa mère, pas même après les obsèques de Sophie, quand la maison était tombée dans un silence douloureux et accablant. Elle l'avait toujours appelé Antoine, polie, distante, comme si elle gardait son cœur enfermé derrière une porte qu'elle n'était pas prête à ouvrir. Et maintenant qu'il venait de lui aboyer dessus, de l'accuser de mentir, elle l'appelait papa. Il resta figé, regardant la petite fille s'éloigner lentement, ses petites épaules se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration silencieuse. Quelque chose se brisa en lui. Plus tard dans la soirée, après que Léa fut partie pour son cours de yoga, Antoine se retrouva seul dans le bureau. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lampe en bronze qui projetait une flaque de lumière chaude sur le bureau. Il fixa le coffre-fort. Il se détesta de faire ça. Il l'ouvrit. Le testament était toujours là, toujours scellé, mais quelque chose clochait. L'enveloppe semblait plus rigide qu'il ne s'en souvenait, plus récente. Le papier à l'intérieur, était-il plus glacé? Il n'en était pas certain. Il mit le document de côté et s'assit, se massant les tempes. Une voix lancinante résonnait au fond de son esprit, la voix de Sophie. « Les signatures et les papiers sont sacrés, Antoine. Promets-moi que si quelque chose m'arrive, tu ne laisseras pas ton chagrin t'aveugler. » Il avait promis, puis avait rompu sa promesse. Quand Léa revint 1 heure plus tard, rayonnante de cette beauté naturelle qu'elle portait comme un parfum, elle se pencha pour l'embrasser. Il l'embrassa. Il sourit en retour, mais à 15h25, quelque chose clochait. Pour la première fois, il l'observait non pas comme une partenaire, mais comme une énigme. Il remarqua qu'elle se précipitait immédiatement dans le bureau pour ranger, qu'elle fermait la porte derrière elle, qu'elle s'intéressait soudain aux rapports financiers sur son bureau, qu'elle avait commencé à poser trop de questions sur ses biens, surtout depuis qu'il avait commencé à parler de la création d'une fiducie pour Léa. Il se versa un verre et s'assit près de la cheminée, fixant les flammes. Ce seul mot, « papa », résonnait encore dans sa poitrine. Peut-être que Sophie ne mentait pas, peut-être qu'elle avait finalement décidé de lui faire confiance, et il avait presque tout gâché. Et peut-être, juste peut-être, que la personne qu'il aurait dû interroger depuis le début n'était pas la petite fille qui avait tout à perdre, mais la femme qui était arrivée en souriant et qui était soudain partout où elle ne devrait pas être. Et juste comme ça, un seul mot fissura la certitude d'un homme. Papa, pas un titre, mais une supplique, un acte de courage silencieux d'une petite fille
qui avait observé plus que quiconque ne l'imaginait. Le lendemain matin, Antoine était assis seul dans la véranda, versant une tasse de café noir froid depuis longtemps. Le journal restait intact à côté de lui. Dehors, derrière les hautes fenêtres, le ciel de Provence était doux, enveloppé dans une brume printanière. Les oiseaux voltaient de branche en branche comme si de rien n'était, mais quelque chose n'allait pas, et le silence inquiétant dans la maison ne faisait qu'empirer les choses. Il avait à peine dormi. Les mots de Léa résonnaient encore. « Ne la laisse pas toucher au testament. » Et puis ce murmure fragile et inattendu. « J'essaie, papa. » Il pinça l'arête de son nez. Il l'avait écartée hier, il s'était emporté contre elle. Mais la façon dont elle l'avait regardé, il ne pouvait pas s'en débarrasser. Pas de sa voix, pas de sa certitude, et certainement pas de ses yeux. C'étaient les yeux d'Hélène, grands, têtus et d'une sagesse effrayante. « Bonjour », gazouilla Juliette en entrant dans la véranda pieds nus, les cheveux enveloppés dans un foulard de soie, une robe de chambre parfaitement ceinturée. Elle se pencha et embrassa sa joue. « Tu n'es pas venu te coucher la nuit dernière ? J'avais des choses à penser. »« Ah » demanda-t-elle en se glissant dans le fauteuil en face de lui. Elle se versa une tasse de thé depuis la théière à fleurs qu'elle avait préparée plus tôt, la remuant avec des doigts lents et experts. Des soucis de travail ou des soucis concernant Léa ? Antoine força un sourire. Les deux. Juliette laissa échapper un petit soupir de sympathie. Elle fait toujours ses rêves, hein ? Antoine ne dit rien. Il l'observa par-dessus le bord de sa tasse, la façon dont elle penchait la tête comme si elle jouait la compassion, la façon dont elle ne demandait pas ce que Léa avait dit, se contentant de supposer qu'il l'écarterait, et jusqu'à récemment il l'aurait fait. En fait, dit-il, calme et prudent, elle a dit quelque chose d'étrange la nuit dernière. Oh ? demanda-t-elle. Elle a dit qu'elle t'avait vu dans le bureau. Juliette cligna des yeux. Quand la nuit dernière ? Vers minuit. Un silence passa, juste assez long. Elle a dû rêver encore une fois. Tu sais à quel point l'imagination des enfants est vive, surtout après tout ce qui s'est passé. Peut-être, dit Antoine, mais elle était terriblement précise. Le sourire de Juliette n'atteignit pas ses yeux. Antoine, tu ne vas pas sérieusement suggérer que je me suis faufilé dans ton bureau au milieu de la nuit pour... Quoi ? Lire tes documents. Tu as posé beaucoup de questions. Dernièrement, elle riait, un rire doux, amusé, mais un peu trop rapide. Je vis ici, je suis 18h49, je me soucie de notre vie. Je ne vais pas m'excuser de vouloir comprendre comment les choses fonctionnent. Jean hocha lentement la tête. D'accord. 18h57. Sophie se pencha en avant, son ton mielleux à présent. Écoute, je sais que maman s'adapte encore, et 19h03, je sais qu'elle regrette Claire, bien sûr que oui. Mais je n'ai jamais voulu être qu'une bonne influence, Jean. Je n'ai été 19h09 que d'un soutien. Il croisa son regard et sourit. C'est pour ça que j'ai confiance en toi. Elle se détendit visiblement, se redressa en soufflant 19h17 de soulagement. Il s'excusa un instant plus tard, mais le nœud dans son estomac se resserra. Ses réponses étaient léchées, 19h24, trop léchées. Elle était toujours posée, toujours juste assez contrariée, juste assez 19h29 inquiète. Mais quelque chose sonnait faux, comme une performance avec des temps qu'elle avait mémorisés. Il se dirigea vers le bureau, ferma 19h36 la porte. Now. Coffre-fort se trouvait sous le meuble discret. Il l'ouvrit à nouveau, sortit 19h42 le testament. Il ne l'avait montré à personne depuis des mois. Il connaissait chaque page, mais quelque chose clochait. Il fixa le document avec plus d'attention, puis 19h50 ouvrit le tiroir du bas de l'ancien classeur de Claire. C'est alors qu'il le vit. La version originale et une ébauche antérieure, 19h57 du testament, une note manuscrite encore agrafée, au coin. Et sur cette note, le paragraphe final ne correspondait pas à celui 20h03 de la version dans le coffre-fort. La formulation était similaire, mais celui-ci faisait de Léa l'unique bénéficiaire. Celui dans le coffre-fort 20h10 partageait le contrôle entre Marion et un futur conjoint. Son cœur rata un battement. Claire n'aurait jamais ajouté cette clause. Jamais. Surtout pas après qu'ils aient 20h20 discuté de la protection de Marion quoi qu'il arrive.
Il feuilleta les deux documents à nouveau, côte à côte. Police, espacement, mise en page, tout était 20h29 homogène, professionnel. Mais maintenant qu'il savait quoi chercher, les différences devenaient plus claires. Et soudain, il 20h36 comprit. Ce n'était pas l'imagination de Léa, c'était un avertissement. Ce soir-là, il alla 20h42 chercher Marion à l'école lui-même. Elle fut surprise. Elle rentrait habituellement à la maison avec le chauffeur, mais aujourd'hui, il avait annulé toutes 20h49 les réunions et attendait dans la file de voitures, comme tous les autres pères. Lorsqu'elle monta sur la banquette arrière, elle parla à peine. « Tu as 20h57 faim ?» demanda-t-il en démarrant. Elle haussa les épaules. « Je pensais à des tacos. » Elle, 21h02, le regarda, incertaine. « Juste nous ?» Il hocha la tête. « Juste nous. » Ils s'assirent dans le box du fond 21h09 d'un restaurant discret du quartier. Il ne se précipita pas, laissa Marion siroter sa limonade, 21h14, regarder le cuisinier derrière la plaque en verre faire griller les tortillas. « Hé, dit-il doucement, je te dois 21h19 des excuses, Marion. » Léa leva les yeux. « Je ne t'ai pas cru hier soir et j'aurais dû. 21h25. » Ses yeux ne bougèrent pas. « J'ai regardé le testament, Marion. Je l'ai comparé à la version originale, 21h30. Quelqu'un l'a modifié, quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. » Finalement, elle murmura. « Alors tu me crois à 21h37 maintenant ?» « Oui. » Ses lèvres se pincèrent et ses yeux brillèrent. Elle détourna rapidement le regard, comme si 21h43 elle ne voulait pas qu'il le voie, mais Jean le vit quand même. « Tu as été très courageuse de me le dire, » ajouta-t-il. Elle hocha la tête. « Je ne 21h51 voulais pas, mais je l'ai promis à maman. » Il se figea. « Tu lui as promis ? Avant qu'elle ne meure ? » Elle m'a dit 21h58 de surveiller le coffre-fort. Elle a dit « Si quelque chose m'arrive, tu devras t'assurer que personne ne touche à ton testament. » Elle a dit 22h04 « Le chagrin rend les gens aveugles. » Jean sentit l'air quitter ses poumons. Léa fouilla dans son Léa, saisit un petit sac, à dos et en sortit un cahier à spirale usé. C'était le journal de Camille, celui qu'elle utilisait pour lire des histoires à voix haute au coucher. Elle y écrivait des choses, avait dit maman. Il est 10h18 ici, tu vois ? Arthur prit le cahier avec précaution et, effectivement, l'écriture de Camille, datée de quelques semaines avant son accident du 10h26, y était. Si quelque chose m'arrive et qu'une nouvelle personne entre trop vite, trop facilement dans la maison, vérifiez les papiers. 10h33. Maya saura, elle voit ce que nous, les adultes, ne voyons pas. Ce soir-là, Mathieu se tenait de nouveau sur le seuil de son bureau, le cahier de Camille dans une main et le testament modifié dans l'autre. 10h40. Il regardait le couloir où Sophie venait de passer en riant au téléphone. 10h46. Riant comme si elle n'avait pas le moindre souci au monde, mais désormais, il en avait, et elle aussi. 10h54. Elle ne le savait juste pas encore. 3 jours passèrent. Mathieu ne dit rien. 11h01. Il observait. Il observait la façon dont Sophie s'attardait soudain plus longtemps devant la porte du bureau quand il n'était pas là. 11h08. La façon dont elle lui demandait s'il avait besoin d'aide pour classer des documents. La façon dont elle mentionnait, avec des involtures, à quel point Maya avait été difficile ces derniers temps, à quel point elle était distante. 11h15. Elle est encore si perturbée, avait-elle dit un jour en touillant du miel dans son thé. 11h20. Tu sais comme les enfants peuvent déformer les choses quand ils se sentent menacés par une nouvelle personne. Mathieu acquiesça, sourit faiblement, mais intérieurement, 11h28, il cataloguait chaque mot. Le 4e matin, il appela Louis Carter. 11h33. Louis avait été l'avocat et l'ami de Camille pendant plus de 2 décennies. Un veuf septuagénaire, à l'esprit vif et aux pieds plus lents. 11h40, il arriva à la propriété des Dubois juste après le déjeuner, sortant de sa Lincoln bleu marine avec une mallette en cuir usé et un manteau épais, inapproprié pour la saison. 11h46, Maya l'accueillit sur le perron. « Oncle Louis ?» dit-elle doucement. 11h53. Son sourire fut immédiat et chaleureux. « Ta mère aurait été fière de toi, jeune fille.
Il le pensait sincèrement. Il avait toujours eu un faible pour la fille de Camille, et il ne doutait pas qu'elle disait la vérité. 12 heures. Mais, maintenant que Mathieu avait vu le testament, la modification, de ses propres yeux, Louis avait quelque chose de concret à examiner. 12h06. À l'intérieur, ils placèrent les deux versions côte à côte. 12h11. Louis, plissant les yeux par-dessus ses verres progressifs, examina les documents dans les moindres détails, jusqu'au poids de l'encre et l'espacement des lettres. 12h17. Ce paragraphe, dit-il en tapotant doucement la page, il est légèrement différent, un crénage différent. Même police, mais 12h22, l'espacement ne va pas. Et voyez ça, les marges sont ajustées d'un dixième de pouce. 12h27. Vous pensez que ça a été imprimé par-dessus l'original? 12h32. Les numéros recréés de manière professionnelle? C'est un faux, Mathieu. 12h39. Mathieu se laissa aller contre son fauteuil. Les mots ne le surprenaient plus, mais les entendre à voix haute ancraient ses soupçons. 12h44. Et si c'est un faux, alors quelqu'un prévoit de voler 12h51, une très grande partie de votre succession. La mâchoire de Mathieu se crispa. La clause accorde 40% 12h56 de mes actifs liquides à une future conjointe, y compris Sophie. Louis acquiesça. Et si 13h01 ce document est déposé comme votre dernier testament, elle aura le droit légal de contester presque tout le reste, même la part de Maya. Ils restèrent silencieux un instant. Elle ne sait pas que j'ai remarqué, dit Mathieu. 13h08. Alors, ne la laissez pas le savoir pour l'instant. Louis ouvrit sa mallette et en sortit un petit appareil rectangulaire. 13h13. Un enregistreur. Focal que Mathieu haussa un sourcil. Un enregistreur hautement sensible. 13h20. Acceptable comme preuve. Maya portera ceci 13h26 pendant une conversation avec Sophie. Si Sophie dit quoi que ce soit, même de loin, de manière coercive ou... Nous aurons bien plus que de simples soupçons. Nous aurons des preuves accablantes. Léo se raidit. Je ne veux pas qu'elle court le moindre danger. Elle ne courra aucun danger, assura Camille d'une voix calme. Nous surveillerons tout en direct. Toi et moi serons à quelques mètres à peine. Au moindre signe suspect, nous interviendrons. Chloé, qui était assise tranquillement près de la porte, les genoux repliés contre sa poitrine, releva la tête. « Je peux le faire, dit-elle. Si maman était là, elle voudrait que... » La gorge de Léo se serra. Il acquiesça une fois, les yeux brûlants, mais ne dit rien. Cette nuit-là, ils préparèrent tout. Béatrice croyait avoir gagné. Son ton était plus doux que jamais, son regard plus tendre. Au dîner, elle servit à Léo son vin, touchant, sa main en parlant de leur héritage et en faisant l'éloge du comportement docile de Léa. « Je crois que nous avons vraiment franchi un cap, » dit-elle en souriant à Chloé, comme un chat feignant d'ignorer la souris. Le lendemain après-midi, Léo annonça à Béatrice qu'il envisageait de mettre à jour son testament, par simple mesure de précaution, dit-il avec un haussement d'épaules désinvolte. Après tout, s'il m'arrivait quelque chose, je voudrais m'assurer que vous et Chloé soyez protégés. Les yeux de Béatrice pétillèrent, mais sa voix resta calme. Léo s'est tellement attentionné. Bien sûr, je ne m'attendrai à rien, mais c'est bien de prévoir, comme tu dis. Il lui dit qu'il avait rédigé une version préliminaire qu'elle pouvait examiner le soir même si elle le souhaitait. Ce soir-là, ils lui tendirent une copie soigneusement fabriquée, un faux testament élaboré par Camille, truffé d'incohérences financières flagrantes et de faux actifs, comptes offshore inexistants, propriétés vendues depuis des années, participation dans des entreprises qui n'existaient plus. N'importe qui d'autre aurait posé des questions. Béatrice, elle, se tut en lisant, tournant les pages avec un sourire de plus en plus large. « Ces avoirs aux îles Caïmans, murmura-t-elle. Je croyais que tu les avais vendus il y a des années, mais je suppose que j'avais mal compris. » Les Tenants. Cœur de Léo s'arrêta de battre. Il n'avait jamais évoqué les comptes aux Caïmans, même pas en passant. De l'autre côté de la pièce, Camille tapa un code silencieux sur sa tablette. L'enregistrement était d'une clarté cristalline. Béatrice continua, presque en se parlant à elle-même. Et les comptes à Zurich? Une décision judicieuse, honnêtement. Séparer ses actifs de tes avoirs américains protège l'héritage de Chloé des complications fiscales.
Très malin. Camille leva les yeux. Léo la regarda fixement. Vous semblez très bien informé. Béatrice gloussa en posant les pages. Tu oublies que je t'écoute quand tu parles, mon chéri. Tu discutes toujours de tes finances au téléphone. C'est amusant, dit Léo en s'approchant, parce que je n'ai pas mentionné ces comptes depuis près de 5 ans, et certainement pas dans cette maison. Elle cligna des yeux une seule fois, puis son sourire revint, plus froid, plus fin. Et, bien, peut-être que j'ai juste supposé en me basant sur certaines habitudes, mais sa voix l'a trahi. Le script soigneusement préparé avait dérapé, et Léo n'était plus l'homme qu'elle avait jadis dupé. Béatrice se redressa, époussetant des peluches invisibles sur son chemisier. « Essaies-tu d'insinuer quelque chose ?» Chloé, qui était recroquevillée sur la causeuse avec sa barrette à papillons préférée, fixée juste au-dessus de son oreille, là où était caché le micro, leva les yeux et demanda doucement « Mademoiselle Béatrice, voudriez-vous que je signe quelque chose si papa se blessait ?» La pièce se figea. Béatrice se tourna lentement. « Pourquoi poses-tu cette question ? Parce que vous m'avez dit l'autre jour que vous vouliez me parler des bijoux de maman qui se trouvent dans la maison. » Béatrice se figea, puis sourit. « Je disais juste qu'il serait peut-être intelligent de… Prépare un accord de donation, au cas où tu voudrais un jour exprimer ta gratitude, même si je ne le souhaite pas, » demanda doucement Léa. Chloé inclina la tête. Les enfants ne savent pas toujours ce qui est le mieux. Gaspard tapota, de nouveau sa tablette. C'est noté. Le prochain mot que Chloé prononcera scellera son destin. Il s'approcha de Léa avec un sourire faux. Si tu veux rester dans cette maison, garder ta jolie petite chambre, tes livres, ton école, tu apprendras que la coopération est essentielle. La vie n'est pas juste, mais elle peut être confortable si tu joues le jeu. Le visage de Léa ne changea pas, mais sa main glissa dans sa poche et tapota le petit bouton caché à l'intérieur. Une seconde plus tard, Nathan se tenait là, sa voix glaciale. « Ça suffit, Chloé. C'est assez de tartufferie. » Gaspard se leva aussi, un enregistreur à la main. « Vous avez été très minutieuse, mademoiselle Dubois, mais pas assez. » Les yeux de Chloé passèrent de Nathan à Gaspard, puis à Léa. Pour la première fois, son masque se fissura. « Petite peste, » siffla-t-elle. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de gâcher. » Léa, calme et déterminée, la regarda droit dans les yeux. « Non, j'ai sauvé ce que maman avait promis de protéger. » Des sirènes retentirent dans la rue. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Elle se tourna vers la porte d'entrée, mais Nathan était déjà là, l'attendant. Et cette fois, il n'était pas accablé par le chagrin. Il était prêt. Les lumières rouges et bleues déchiraient le crépuscule comme des fusées de détresse, peignant les murs de pierre de la demeure des Lemaire de pulsations urgentes. 2 berlines noires s'arrêtèrent derrière la voiture, de patrouille, leurs pneus crissant sur le gravier avec une détermination sinistre. Au moment où la porte d'entrée s'ouvrit, Chloé se figea sur le seuil, le visage exsangue. « Mademoiselle Chloé Dubois ?» demanda l'officier en tête, avançant, avec une autorité tranquille. « Nous avons un mandat d'arrêt à votre encontre. Vous faites une erreur, » cracha-t-elle. Sa voix, autrefois douce et mesurée, s'était aigrie en quelque chose de strident et de paniqué. « C'est un malentendu. Je suis une invitée ici. » Nathan se tenait aux côtés de l'officier, les bras croisés, l'expression de son visage impénétrable. « Non. Vous êtes une prédatrice et vous êtes entrée dans la mauvaise maison. » Chloé tenta de reculer, mais 2 agents de la division des crimes financiers bloquèrent son chemin. « Madame, ne résistez pas, » dit l'un d'eux. « Nous vous conseillons de nous suivre calmement. »« Nathan, » implora-t-elle, sa voix changeant de nouveau, retrouvant les intonations douces qui le désarmaient autrefois. « Tu me connais. Je t'ai aimé. J'ai pris soin de ta fille. Tu ne peux pas les laisser me faire ça. » Mais Nathan ne broncha pas. Il fit simplement un signe de tête à l'officier et murmura « Emmenez-la » Alors que les menottes claquaient autour de ses poignets, Léa se tenait en haut de l'escalier, le journal juridique de Claire serré contre elle. Son petit corps était tendu, mais ses yeux ne se détournèrent pas. Elle ne pleura pas. Elle ne s'enfuit pas. Elle observa. Et à cet instant, Nathan sut que sa fille avait franchi un seuil invisible.
Elle n'était plus une simple petite fille. Elle était devenue quelque chose de plus fort. Les officiers emmenèrent Chloé, tandis qu'elle hurlait au sujet d'avocats et de fausses accusations, mais c'était peine perdue. Tout avait déjà été enregistré. Le fichier audio avait déjà été envoyé à l'unité fédérale d'enquête, et Gaspard avait déjà transmis le testament falsifié et la version manuscrite de Claire au bureau du procureur de l'État. En moins d'une heure, la maison était de nouveau silencieuse. Gaspard était assis dans le bureau sirotant une tisane chaude. Le verre de cognac que Juliette avait l'habitude de poser sur ce même bureau, 20h43. Antoine était adossé au manteau de la cheminée, les yeux rivés sur la photo encadrée de 20h48 Juliette. Elle riait, et l'image avait capturé cet instant, les bras enlaçant une Chloé plus jeune. Elle a joué finement, Antoine. 20h56 murmura-t-il. Trop finement. Loïc acquiesça. Elle a déjà fait ça, c'est certain. Il 21h02 fouilla dans sa mallette et en sortit un dossier épais. Son vrai nom n'est pas Sophie Lenoir, c'est Véronique Dubois. Elle a 21h10 été impliquée de près dans plusieurs enquêtes pour fraude à l'héritage à travers la France, la Suisse et la Belgique. Différents 21h16 pseudonymes, différentes cibles, toutes en deuil, toutes riches et toutes 21h22 seules. Antoine expira lentement. Comment n'avons-nous rien vu venir? Parce qu'elle est douée et parce que le deuil vous aveugle. 21h30. Juliette l'avait si bien dit. Chloé apparut dans l'embrasure de la porte, pieds nus, en pyjama, 21h36 et cheveux formant une auréole de boucles douces autour de son visage fatigué. Je n'arrivais pas à dormir, dit-elle 21h41 simplement. Viens ici, ma puce, dit Antoine en tendant le bras. Elle traversa la pièce 21h46 et se blottit sur ses genoux sans un mot, son corps lové contre sa poitrine comme quand elle avait 5 ans et alors qu'il 21h53 la serrait contre lui, il sentait son cœur se calmer contre le sien. « Tu as été si courageuse », murmura-t-il dans ses cheveux. Elle 22 ans. Elle a essayé de me faire signer quelque chose, dit Chloé, sa voix presque trop faible pour être entendue. 22h05. Antoine la regarda fixement. Quand? Il y a 2 jours? Un papier? Elle dit que c'était un 22h11 cadeau de remerciement, mais j'ai vu le titre, ça disait « Accord de transfert de propriété future ». 22h17. Les poings d'Antoine se serrèrent. « Et tu ne m'as rien dit ?» J'avais peur. Je pensais que peut-être tu 22h23 ne me croirais pas. La douleur dans sa poitrine s'intensifia. « Je suis désolé, » dit-il. « Je 22h28 aurais dû t'écouter ?» Plus tôt. « Mais je ne l'ai pas signé, » dit Chloé en se redressant légèrement. 22h34. Je lui ai dit que maman avait dit que je n'avais pas le droit de signer des choses que je ne comprenais pas. Alors elle s'est vraiment énervée, elle a dit que j'étais 22h40 ingrate, elle a dit que j'allais finir en pension. Le visage de Loïc s'assombrit. Nous 22h45 ferons en sorte que ce détail soit inclus dans les charges. Qu'est-ce? Qui va lui arriver? 22h51, Chloé demanda. Antoine croisa le regard de Loïc. Véronique Dubois ira au tribunal, répondit Loïc, et avec les 22h57 preuves que nous avons, elle sera poursuivie non seulement pour fraude, mais aussi pour tentative de coercition sur mineur. Elle ne fera plus de mal à une autre 23h04 famille. Cette nuit-là, Antoine resta assis près du lit de Chloé jusqu'à ce qu'elle s'endorme. 23h09. Il observa ses paupières trembler, sa main tenant toujours le journal de Juliette comme un bouclier. Quand il se leva finalement pour partir, 23h16, il s'arrêta et murmura « Nous avons tenu sa promesse, ma chérie. » Il éteignit la 23h22 lumière et referma doucement la porte derrière lui. La semaine suivante fut un tourbillon d'entretiens avec la police, de rendez-vous avec les avocats et 23h29 de demandes de renseignements des médias. La nouvelle de l'arrestation s'était répandue plus vite que quiconque ne l'avait prévu, mais 23h35, Loïc, toujours protecteur, réussit à préserver l'identité de Chloé des journalistes. Cette 23h40 histoire n'est pas celle d'un scandale, dit-il à un journaliste. C'est l'histoire d'une enfant qui a fait ce qu'il fallait quand personne d'autre n'était prêt 23h46 à regarder de plus près. Antoine passa des heures à éplucher ses finances, s'assurant 23h52 que rien d'autre n'avait été compromis. Chaque compte, chaque document fut vérifié 2 fois.
Sophie avait été précise, mais pas 24 heures en parfaite. Elle n'avait encore rien déposé de juridiquement contraignant. Son timing avait été décalé de quelques jours à peine. Cela aurait pu être tellement 24h/7 pire. La plus grande surprise arriva le vendredi suivant. Un courrier anonyme, sans indication d'expéditeur, parvint à Arnaud. À l'intérieur, un simple mot tapé sur un papier ivoire. « Elle a récidivé. Vous n'êtes pas seul. Remerciez votre fils de l'avoir arrêté. » Des photocopies de testaments provenant de différentes régions, présentant des clauses étrangement similaires, des polices de caractère proche et des erreurs de mise en page identiques accompagnaient le message. Arnaud confia l'enveloppe à Bertrand, qui la remit immédiatement aux autorités. « J'ai le sentiment, dit Bertrand, que nous ne sommes pas les seuls. Ce jeune garçon vient probablement de sauver d'autres personnes. » Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, la maison sembla apaisée. Léo était assis près de la cheminée, feuilletant le carnet de sa mère. Arnaud leur versa à tous deux des chocolats chauds et s'assit sur le tapis près de lui. « Papa, » dit-il, goûtant à nouveau le mot. Arnaud se tourna vers lui. « Je veux être comme maman. Je veux aider les gens qu'on trompe. Ceux qui ne voient pas encore le danger. » Un sourire, les yeux brillants, apparut sur le visage d'Arnaud. « Tu l'es déjà, Léo. » Et dans la chaleur paisible de la lumière du feu, dans les échos de tout ce qu'ils avaient traversé, Arnaud comprit qu'ils avaient affronté l'obscurité, certes, mais qu'ils en étaient ressortis avec quelque chose de plus puissant que le simple soulagement. Ils en étaient ressortis avec une vocation. 3 semaines plus tard, la maison ne résonnait plus de malaise. Une odeur de peinture fraîche persistait près du bureau qu'Arnaud avait transformé en ce qu'il appelait désormais la bibliothèque de Léo. Les ouvrages juridiques de sa mère étaient soigneusement rangés sur les étagères, aux côtés de nouveaux volumes qu'Arnaud avait commandés, des manuels de droit élémentaire, des guides de prévention contre la fraude et des récits de jeunes héros qui s'étaient dressés pour la vérité. Au centre de tout cela trônait le petit bureau de Léa, un héritage de l'ancien cabinet d'avocat de sa tante, désormais parfaitement adapté à un garçon de 8 ans aux rêves immenses. Léo y était assis, feuilletant tranquillement un livre intitulé « Les droits de l'enfant dans le droit moderne ». Ses doigts suivaient chaque mot. Il ne lisait plus pour l'école, mais parce qu'il voulait comprendre, être prêt. « Papa, » dit-il sans lever les yeux, « pourquoi certaines personnes sourient-elles quand elles préparent quelque chose de mauvais ?» Arnaud s'arrêta de ranger des papiers non loin de là. « Parce qu'elles pensent qu'elles ont déjà gagné, » répondit-il. Léo hocha lentement la tête. Corinne souriait beaucoup. « C'est vrai, » admit-il. Elle souriait. « Mais toi aussi, tu souris, et je sais que c'est sincère. »« Je sais, » dit doucement Arnaud. « C'est comme ça que je sais que tu es différent. » Cet après-midi-là, Bertrand rendit visite. « J'ai parlé au procureur fédéral », annonça-t-il en s'installant sur une chaise de la cuisine. « Ils engagent des poursuites fédérales, pas seulement pour fraude, mais aussi pour complot et de multiples chefs d'accusation. Il va y avoir un procès. » Arnaud leva les yeux de son café. « Léo devra-t-il témoigner ?»« C'est possible, » répondit Bertrand, bien qu'ils espèrent que les enregistrements audio et le testament falsifié suffiront. Mais ils ont demandé autre chose, quelque chose que Léo peut donner sans avoir à s'asseoir dans un tribunal. Léo apparut sur le seuil de la porte, son cahier à la main. « Est-ce que ça concerne la déclaration de la victime ?» Bertrand sourit. « Tu as encore lu ?» Il acquiesça. « Je veux aider les autres enfants que Corinne a blessés avant moi. »« Nous aimerions que tu écrives quelque chose pour le prononcé de la sentence, » dit doucement Bertrand. « Une lettre venant de ton cœur. Ils la liront au tribunal. » Ce soir-là, Arnaud était assis en face de Léo à la table de la cuisine, tandis que ce dernier gribouillait, effaçait et réécrivait. La lampe brillait au-dessus d'eux, projetant un halo de lumière dorée sur son cahier. Léa serait fière, il chérissait cet instant, pensa-t-il. Sa fille si brave, si déterminée, mettant sa vérité par écrit. Cela lui avait pris 2 heures, 3 brouillons froissés et une 4e tasse de chocolat chaud. Mais quand Léa eut terminé, elle tendit la lettre à Antoine, sans un mot. Il la lut en silence, le cœur lourd de fierté. Au juge,
Je m'appelle Léa Dubois et j'ai 9 ans. Avant, je pensais que les adultes savaient toujours quand quelqu'un mentait, mais maintenant je sais que parfois, les enfants voient les choses en premier. Madame Girard disait qu'elle nous aidait, mais en réalité, elle essayait d'annuler les promesses de mon père. Elle m'a fait peur et a essayé de me faire signer un papier que je ne comprenais pas, mais je me suis souvenu de ce que papa m'avait dit. Ne jamais rien signer juste pour faire plaisir à quelqu'un, surtout si on ne le sent pas. Maintenant, je veux aider d'autres enfants comme moi, parce que personne ne devrait avoir peur chez soi, et personne ne devrait perdre ce que quelqu'un qu'il aimait a laissé derrière lui. J'espère que cette lettre vous aidera à comprendre ce qu'elle a fait et pourquoi c'était important. Léa. Antoine plia la lettre lentement et déposa un baiser sur le sommet de sa tête. Ton père aurait été fier de toi. Moi, je le suis. La semaine suivante, Antoine et Léa étaient assis silencieusement dans la galerie du tribunal. Ils étaient derrière la table de l'accusation, où l'inspecteur Lavigne de la police judiciaire leur fit un signe de tête en guise de salutation. Paul était également présent, portant sa cravate la plus formelle, bleu foncé avec de subtiles rayures, argentées. Sophie lui tenait fermement la main. Lorsque le juge lut la lettre de Paul à voix haute, le silence se fit dans la salle d'audience. Même l'avocat de la défense cessa de griffonner. Plusieurs personnes dans la galerie essuyèrent des larmes. Madame Girard, vêtue d'une combinaison beige et menottée, ne leva pas les yeux. Pour la première fois, son visage n'affichait aucune expression. Pas de sourire, pas d'inclinaison calculée de la tête, juste un regard vide fixé sur le sol. La voix du juge était claire, ferme et respectueuse. Mademoiselle Dubois, ce tribunal vous remercie pour votre courage, votre clarté et votre engagement envers la justice. Ce que vous avez partagé ici aujourd'hui aidera à protéger les autres. Vos paroles comptent. Dehors, alors que l'audience était levée et que les médias se pressaient derrière les barricades, Antoine garda un bras protecteur autour de Léa. Ils se glissèrent discrètement dans la voiture de Paul et s'éloignèrent du tribunal, les vitres remontées, le monde extérieur tenu à distance. Ce soir-là, Léa était de nouveau assise dans son bureau. Elle ne prit pas de livre. Au lieu de cela, elle ouvrit un journal vierge. Sur la première page, elle écrivit « Mon travail est de tenir les promesses que mon père a faites, même s'il n'est plus là pour les tenir lui-même. » Antoine jeta un coup d'œil depuis le couloir, l'observant en silence. Elle leva les yeux et sourit. « Je veux créer un groupe pour les enfants qui ont besoin de connaître leurs droits. » Il entra. « Quel genre de groupe ? » « Un club. On se réunit une fois par mois. On lit des livres comme papa le faisait, et on parle de comment dire non quand quelque chose ne va pas, et peut-être comment faire la différence entre les gens qui aident et les gens qui veulent prendre. » Il hocha la tête, la voix étranglée par l'émotion. « On va le faire. » Et ils le firent. À la fin de ce printemps, le Club des Promesses tint sa première réunion dans le bureau transformé en bibliothèque. 5 enfants vinrent, tous liés à d'autres familles touchées par l'escroquerie de Madame Girard. Ils étaient assis en tailleur sur des tapis, chacun tenant un livre donné, choisi parmi tant d'autres, tandis qu'Emma lisait à haute voix un passage qu'Alice avait autrefois souligné d'une petite étoile. Julien, posté sur le seuil, sentit pour la première fois depuis une éternité une paix profonde l'envahir. La femme qu'il avait tant aimée était partie, mais sa voix résonnait, encore, non pas dans un écho du passé, mais dans le murmure déterminé de leur fille. Un murmure qui, autrefois, avait prononcé les mots « Ne la laisse pas toucher au testament ». Aujourd'hui, ce murmure disait quelque chose d'encore plus fort. « Protégeons chaque promesse ». L'été arriva doucement à Lyon cette année-là. La chaleur enveloppa la ville comme une étoffe de lin, et les journées s'allongèrent, plus lentes, plus douces. Mais dans la maison des Moreau, quelque chose de nouveau bourgeonnait, quelque chose de plus durable qu'une saison ou un rayon de soleil, une mission. Le club de lecture d'Emma avait pris de l'ampleur plus vite que quiconque ne l'avait imaginé. Ceux qui avaient commencé avec une poignée d'enfants comptaient désormais près de 30 noms sur une liste d'attente. Le bouche à oreille avait fait son œuvre, via les centres sociaux, les associations et les instituteurs qui chuchotaient. C'est la petite fille qui a aidé à réécrire le testament de son père et à démasquer une escroquerie. Les parents, autrefois méfiants, appelaient maintenant Julien.
remplis d'espoir. Certains proposaient même leur aide. Julien se retrouva plus occupé que jamais, non pas avec des conseils d'administration ou des négociations d'acquisition, mais à organiser des collations, à imprimer des documents et à vérifier scrupuleusement les antécédents de chaque volontaire qui franchissait sa porte. Vérification de moralité obligatoire, décrétait-il, sans laisser place à la discussion lorsque Sophie haussait un sourcil. Si je dois de nouveau ouvrir ma porte à des enfants, il ne doit y avoir aucune zone d'ombre. Chaque mercredi, après-midi, le bureau se remplissait de jeunes voix. Emma animait les discussions, lisant à haute voix des extraits de livres, puis posant des questions qui faisaient même réfléchir les adultes. Que signifie se sentir en sécurité? Comment? Savoir si quelqu'un dit la vérité? Pourquoi certains adultes se comportent-ils comme s'ils étaient propriétaires de votre histoire? Les enfants répondaient timidement au début, puis avec assurance. Un après-midi, alors qu'Emma terminait la lecture d'un passage sur l'importance de la tutelle, un petit garçon leva la main. Il s'appelait Théo et était resté silencieux pendant 3 séances. « Ma mère a signé quelque chose, dit-il. Mais ensuite, un monsieur est venu à la maison et a pris notre voiture. Il a dit qu'elle la lui avait donnée. » Julien, qui était assis tranquillement près de la porte, se pencha en avant. « Ta maman savait-elle ce qu'elle signait ?» demanda doucement Emma. Théo haussa les épaules. Elle a beaucoup pleuré après. Elle a dit qu'elle ne l'aurait jamais fait si elle avait su. Emma fouilla dans son sac à dos et lui tendit une petite carte plastifiée. « Voici une liste de vérification, dit-elle. Maman l'avait faite, et papa l'a mise à jour. Chaque fois que quelqu'un te demande de signer quelque chose, tu lui montres ça en premier. Et s'il se fâche, tu t'en vas. » Julien déglutit difficilement. C'était la première fois qu'elle disait « papa » en public. Après le départ des enfants, Sophie passa à l'improviste. Elle se tenait près de la fenêtre, observant le soleil se coucher sur le jardin où Emma et Théo dessinaient à la craie sur le trottoir. « Elle ne se contente pas d'enseigner, » dit Sophie. « Elle guérit. »« Je crois bien, » répondit lentement Julien. « Elle montre la voie. » Un silence s'installa entre eux. « Tu ne retournes toujours pas travailler, n'est-ce pas ?» demanda Sophie. Julien secoua la tête. Pas de salle de réunion, pas d'avion, pas d'interview, pas pour l'instant. Sophie inclina la tête. « Tu es millionnaire, Julien. Tu pourrais bâtir des empires. »« C'est ce que je fais, » répondit-il, la voix calme mais ferme. Simplement pas le genre d'empire fait de verre et d'acier. Cette nuit-là, Julien était assis dans son bureau, fixant le vieux île, n'avait pas ouvert cette vieille malle en osier depuis plus d'1 an. Les carnets de Gabriel, son compagnon, son écriture, à la fois rigoureuse et poétique, l'avait toujours fasciné. Il en ouvrit un et tomba sur une page marquée, où son écriture apparaissait en lettres capitales. La voix de notre fils sera son bouclier. Dans les semaines qui suivirent, Antoine emmena Léo faire de longues promenades. Il visitait les lieux préférés de Gabriel, le jardin de roses, la petite librairie sur la place du marché, le point de vue dominant la vallée de la Loire. Un matin, assis sous un chêne bruissant, Léo demanda « Tu crois que papa sait ce qu'on fait ?» Antoine leva les yeux vers le ciel pendant un long moment. « Je ne sais pas trop ce que je crois à propos de l'au-delà, dit-il. Mais je crois qu'il t'entend chaque fois que tu dis la vérité. » Léo sourit, le visage tourné vers le vent. « Alors, je veux qu'il entende ça. Je n'ai plus peur. » Et Antoine sut que c'était vrai. Un samedi, une lettre arriva. L'adresse de l'expéditeur était celle d'un hôpital psychiatrique en Bretagne. Antoine l'ouvrit dans le bureau, Léo assis à proximité, coloriant un dessin. Elle venait de Coralie. L'écriture était trop soignée, trop mesurée. Antoine. J'ai eu le temps de réfléchir, plus que je ne l'aurais jamais voulu. Je ne demande pas pardon. Je voulais juste que tu saches pourquoi j'ai fait ça. Tout a commencé par la peur. J'avais peur de perdre le peu d'influence qu'il me restait. Mais j'ai pris quelque chose qui ne m'appartenait pas. Et j'ai essayé de voler l'avenir de Léo aussi. Il a été le plus courageux de toute cette histoire. Je sais que je ne reverrai jamais le monde extérieur. Mais si jamais tu parles de... Moi j'espère que ce ne sera pas comme d'un monstre, juste quelqu'un qui s'est perdu et n'a pas su comment demander de l'aide. Dis-lui merci de m'avoir arrêté. Antoine plia la lettre lentement,
puis la jeta à la poubelle sans un mot. Léo leva les yeux. C'était d'elle? Antoine acquiesça. Elle a dit qu'elle était désolée. Elle a essayé. C'est suffisant pour moi, dit Léo. Mais je n'ai pas besoin de la lire. Plus tard ce jour-là, Alice demanda si elle pouvait faire sa prochaine réunion du club de lecture dehors. Le soleil était haut, le jardin vert et vaste. Elle avait préparé une nouvelle leçon sur la différence entre la peur et la culpabilité. Alors que les enfants se rassemblaient sous le tilleul, Léo se tenait droit, un cahier à la main, et parla clairement. Parfois, commença-t-il, les gens essaient de vous faire peur parce qu'ils pensent que ça leur donne du pouvoir. Mais si vous posez les bonnes questions et que vous dites la vérité, ils le perdent. Parce que la peur ne marche que dans le silence. Antoine était assis sur une chaise pliante à proximité, écoutant, les bras croisés sur la poitrine. La fierté gonflait silencieusement derrière ses côtes. Léo termina son exposé, et un par un les enfants levèrent la main. Ils partagèrent des histoires, posèrent des questions et commencèrent à imaginer un monde où connaître ses droits était aussi naturel qu'apprendre à lasser ses chaussures. Alors que le soleil baissait à l'horizon, prenant une teinte ambrée, Léo s'approcha d'Antoine. « Je veux écrire un livre, dit-il. » Antoine cligna des yeux. « Tu as 9 ans. »« Je sais, » fit-il avec un sourire. « Mais les enfants de mon âge ont besoin de savoir quoi faire. Je veux l'écrire pour eux. » Antoine sourit, la voix étranglée par l'émotion. « Alors écrivons-le ensemble. » Et ils l'écrivirent. Mais c'est le nom de Léo qui figurait sur la couverture, en caractères gras, comme son père en avait rêvé autrefois. Le printemps suivant. Un événement exceptionnel survint. Le livre de Léa, Parle fort, même quand tu es petit, capta l'attention d'une présentatrice de nouvelles locales qui avait entendu parler du Cercle de l'Espoir, grâce à une enseignante du quartier. Ce qui avait commencé comme un court reportage se transforma en une vidéo virale, puis en un tourbillon médiatique. Au moment où l'émission nationale du matin appela Thomas, il avait déjà reçu des courriels d'éditeurs, d'associations à but non lucratif et d'éducateurs proposant des partenariats. Mais Léa, elle, n'avait qu'une seule question. Est-ce que cela aidera plus d'enfants à s'exprimer? Lorsque les producteurs répondirent par l'affirmative, elle accepta de participer à l'émission. Le matin de l'entrevue, Thomas se tenait derrière l'équipe de tournage pendant que Léa était assise sur un tabouret, ses pieds ne touchant pas le sol. Les lumières étaient fortes. L'animateur était gentil, mais la première question, « Comment as-tu su qu'il fallait parler de ce testament ?» fit quand même hésiter Léa. Elle jeta un coup d'œil à son père, qui hocha doucement la tête. « J'ai juste écouté mon ventre, » dit Léa. Il s'est tout serré quand elle a souri comme ça. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je n'aimais pas ça. Alors j'ai dit quelque chose. L'animateur sourit et demanda « Et qu'est-ce qui s'est passé après ça ?» Je crois que j'ai aidé mon papa à se rappeler qui il est. Cette réponse fit sensation sur Internet. Léa devint du jour au lendemain une voix pour la sensibilisation juridique des enfants, mais Thomas restait prudent. Il refusa toutes les offres qui ne correspondaient pas à la vision originale de Claire. Il rejeta 2 propositions d'émissions de télé-réalité, 3 offres de livres qui exigeaient plus de drame et une tournée de conférences. Elle a 8 ans, rappelait-il constamment. Ce n'est pas une marque. Mais cela n'arrêta pas l'élan. Des associations à but non lucratif de Washington et de Californie le contactèrent pour savoir si elle pouvait adopter la liste de contrôle de Léa. Un sénateur de l'État de Géorgie proposa même la loi Léa, un projet de loi exigeant que tous les documents juridiques signés au nom de mineurs incluent un défenseur certifié. Thomas rencontra le sénateur en privé, et après une longue conversation, il accepta de soutenir le projet de loi publiquement. Lors de la conférence de presse, Léa se tenait sur une petite estrade derrière le pupitre. Les microphones étaient plus grands qu'elle. « Les enfants ne connaissent pas toujours les mots, » dit-elle clairement. « Mais nous savons quand quelque chose ne va pas. Cette loi aide les adultes à nous écouter quand nous parlons. » Le projet de loi fut adopté par la Chambre avec un soutien bipartite. Ce soir-là, de retour à la maison, Thomas grillait du poulet sur la terrasse pendant que Léa courait pieds nus sur la pelouse. Louis était là aussi, appuyé contre la balustrade avec un verre de limonade. « Tu aurais cru que ta vie prendrait cette tournure ?» demanda Louis. Thomas jeta un coup d'œil.
Pas en 1000 ans. Ça te manque? Pressa Louis. L'ancienne vie, les salles de conférence, les transactions? Thomas réfléchit longuement. La clarté me manque. Le monde des affaires a des règles, mais cette paternité, la reconstruction de la communauté, la confiance, tout cela vient du cœur. C'est plus désordonné, mais plus profond. Louis trinqua. Plus désordonné, plus profond, répondit Thomas. Ce soir-là, alors que Léa s'installait dans son lit, elle l'appela. Papa, murmura-t-elle. On peut parler de maman? Thomas s'assit au bord de son lit. Bien sûr. Tu crois qu'elle aurait aimé ce qu'on fait? Il sourit. Elle en rêvait avant nous. Léa se tourna sur le côté. Je me souviens de sa voix, douce comme quand tu me lis des histoires, mais quand elle était fâchée, elle devenait silencieuse, pas forte. C'est vrai, gloussa Thomas. Son silence était plus tranchant que les cris. La voix de Léa baissa. Tu crois qu'elle savait que Sabrina était méchante? Thomas ne répondit pas immédiatement. Puis il dit, Je crois que ta mère avait plus de perspicacité que moi, mais parfois, savoir quelque chose et être prêt à agir sont deux choses différentes. Mon vieil ami était comme moi, sachant mais ne trouvant pas les mots. Il se pencha et embrassa son front. Elle s'endormit avant qu'il n'atteigne la porte. Les semaines suivantes, Damien et Chloé visitèrent d'autres villes, des voyages discrets, sans ostentation. Ils prenaient la parole dans les écoles, rencontraient des groupes de défense et aidaient à former des bénévoles en parrainage. Damien s'occupait de la logistique, Chloé animait les conversations. Chaque enfant qu'elle rencontrait repartait avec une liste de contrôles plastifiés et le sentiment que quelqu'un croyait en lui. Mais une nuit, dans une chambre d'hôtel à Marseille, quelque chose changea. Chloé se réveilla en sursaut, les yeux grands ouverts, le cœur battant la chamade. Damien se précipita à son chevet. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il, agenouillé, à côté d'elle. Elle lui serra le bras. « Elle était là, Aurélie, dans mon rêve, » dit-elle. Elle s'excusait, mais essayait ensuite de me prendre le document. Damien la prit dans ses bras. Ce n'était qu'un rêve. Mais cela ne ressemblait pas à un rêve, murmura-t-elle. Ils rentrèrent à Lyon le lendemain. Le soir même, Damien sortit la dernière enveloppe que Louise avait laissée. Il ne l'avait jamais ouverte, même après son décès. Son écriture était sur le devant, pour quand elle posera des questions sur l'obscurité. Il s'assit avec Chloé dans le bureau, déplia la lettre et commença à lire. Les mots de Louise étaient mesurés, délibérés, mais pleins de chaleur. Ma douce, parfois les gens nous blessent, non pas parce qu'ils sont des monstres, mais parce qu'ils ont oublié qu'ils sont humains. Ils oublient comment écouter ou comment aimer, mais ta voix leur rappelle. N'aie jamais peur de dire la vérité, même si elle fait trembler le sol sous tes pieds. Chloé pleura doucement, la tête sur son épaule. Damien ne dit rien, il la serra simplement contre lui. Et c'est ainsi que se ferma le 7e chapitre de leur histoire, non pas avec des applaudissements ou des gros titres, mais avec une lettre, un rêve et la promesse d'un père que, peu importe le nombre de personnes qui écouteraient, il ne cesserait jamais de l'entendre. Quelques semaines plus tard, Damien reçut une invitation qui le surprit plus que toutes les autres. Elle ne venait pas d'un média ni d'une association à but non lucratif, mais du cabinet d'avocats même qui avait autrefois tenté de le forcer à finaliser son testament avec Aurélie dans la pièce. L'email était formel, précis, avec un langage qui contournait toute responsabilité. Mais en substance, c'était ceci. Les associés voulaient rencontrer Chloé. Pourquoi? Il demanda Damien à Louis, lisant l'email à haute voix à la table du petit déjeuner. Parce qu'elle leur a foutu une de ses frousses, dit Louis d'un ton neutre, en sirotant son café. Et peut-être parce qu'ils veulent se donner bonne conscience. Chloé leva les yeux de son porridge. Vont-ils s'excuser? Je ne sais pas, répondit Damien. Voudrais-tu y aller s'ils ne le font pas? Elle ne répondit pas tout de suite. Alors je veux voir leurs yeux quand je poserai ma question. Quelle question? Celle qui est coincée dans ma poitrine depuis le début, dit Chloé doucement. Pourquoi personne n'a-t-il écouté plus tôt? 2 jours plus tard, Damien entra avec Chloé dans le hall de marbre de Duval, Leclerc et Bélier. La même réceptionniste était là. Elle tressaillit en les voyant.
La réunion eut lieu dans une salle de conférence en verre. 5 associés principaux étaient assis, tous des hommes blancs en costume sombre, une femme à la posture rigide et au rouge à lèvres écarlate. Chloé, dans son tailleur bleu marine, vêtue d'une veste en jean délavé et de bottines usées, son apparence détonnait à côté d'eux, mais elle entra avec assurance. Antoine, son tuteur, la guida. « Merci d'être venue, Olivia », commença l'une des associées. « Nous souhaitions vous exprimer. » Olivia l'interrompit d'une voix calme, mais ferme. « Pas encore. » Un silence pesant s'installa. Elle sauta sur la chaise face à eux, ses pieds ne touchant pas le sol. « Vous saviez que quelque chose clochait ce jour-là. Vous m'avez vu trembler, vous avez vu mon grand-père confus, vous l'avez entendu parler trop vite. Vous saviez tous. » Aucun des avocats ne répondit. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» La femme aux lèvres carmin reprit contenance. « Mademoiselle, Rivière, les procédures judiciaires sont souvent... J'ai 8 ans. Inutile de rendre ça compliqué. » Le silence s'épaissit encore. L'un des hommes les plus âgés, maître Dubois lui-même, finit par joindre les mains. « Vous avez raison, nous avons failli. Nous pensions protéger le cabinet, mais nous avons oublié de protéger la vérité. C'est pourquoi nous vous avons fait venir. » Il fit glisser un dossier à travers la table. À l'intérieur se trouvait un audit complet. Courriel, relevé d'appels, et même des notes internes questionnant l'ascendant soudain d'Irène. Antoine le lut attentivement pendant qu'Olivia patientait. « Nous allons rendre ceci public, » ajouta maître Dubois, « et nous allons démissionner. » Olivia cligna des yeux. « Tous » Maître Dubois acquiesça. Antoine leva les yeux, stupéfait. « Pourquoi ?»« Maintenant, parce que si une enfant a pu voir ce que nous n'avons pas eu le courage de nommer, » répondit maître Dubois, « alors peut-être mérite-t-elle d'aider à façonner le monde que nous lui laissons. » En quittant le bâtiment, Olivia tira la main d'Antoine. « Je me sens légère. »« C'est ce que fait la vérité, » dit Antoine. « Même lorsqu'elle est lourde, elle te libère. » De retour à la maison, la boîte aux lettres débordait. Des lettres d'enfants, de parents, de juges, et même d'une travailleuse sociale à la retraite du Québec qui disait « J'aurais aimé avoir votre courage quand j'avais votre âge. » Une autre d'une jeune fille en foyer d'accueil. Je pensais que personne ne me croirait, mais maintenant je sais que quelqu'un le pourrait. Une lettre se démarquait. Elle était manuscrite d'une écriture tremblante mais familière. Irène. Antoine la fixa longuement avant de l'ouvrir. Antoine, je ne m'attends pas à être pardonné, je ne le mérite pas. Mais j'ai besoin que tu saches que je me souviens de la nuit où Olivia a parlé. Je me souviens de ses yeux, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu quelque chose que je ne pouvais ignorer. Mon propre reflet dans son dégoût. Je suis entré en cure de désintoxication, pas seulement pour les médicaments, mais pour les mensonges, pour cette soif que j'ai assouvie avec chaque charme et chaque sourire. Tu as eu raison de partir, elle a eu raison de parler. S'il existe un moyen de recommencer un jour, j'espère qu'il commencera par le silence, le mien. Antoine replia la lettre, la remit dans l'enveloppe et la rangea dans un tiroir qu'il ouvrait, rarement. Certaines choses, murmura-t-il, n'ont pas besoin d'applaudissements, juste d'une fin. Ce week-end-là, le club Parole d'Espoir organisait son premier rassemblement à l'échelle de la province. Des familles sont venues de partout au Québec. Olivia se tenait sous un grand chapiteau blanc, entourée d'enfants portant des t-shirts, assortis sur lesquels on pouvait lire des cœurs bruyants, des mots courageux. Elle parla sans notes, uniquement avec sa voix. Ma mère disait toujours, les plus silencieux sont souvent les plus forts, mais je pense que les plus courageux sont ceux qui apprennent quand parler, même si leur voix tremble. Je n'ai pas sauvé mon grand-père. Nous nous sommes sauvés, l'un l'autre, et maintenant nous aidons à sauver les autres. Acclamations, étreintes, larmes. Plus tard dans la soirée, Antoine la trouva sur le perron, fixant les étoiles. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « Je crois que j'y crois enfin. Je crois. Ce qui est arrivé pour une raison, se dit-elle. Ainsi, nous avons pu aider Théo. » Antoine passa un bras autour de ses épaules. « Tu as fait bien plus qu'aider. Tu as transformé des vies. » Elle se blottit contre lui. « Promets-moi quelque chose, n'importe quoi. Quand je serai grande et si j'oublie ce que ça fait d'être petit, tu me le rappelleras. » Il sourit.
Je le ferai. Mais quelque chose me dit que tu n'oublieras jamais. Alors, que les grillons chantaient et que l'air se rafraîchissait, père et fille étaient assis dans le silence. Le bon silence, pas celui qui fait peur. Celui où rien n'a besoin d'être dit. Parce que le testament avait été réécrit, la vérité avait été entendue, et, dans l'espace où le silence régnait autrefois, l'amour avait pris sa place. 3 années s'étaient écoulées depuis le jour où maman s'était tenue dans cette salle de conférence vitrée et avait rappelé à une salle remplie d'avocats ce à quoi ressemblait la conscience. Le souvenir s'accrochait encore à Antoine comme une chanson qu'il n'oublierait jamais, surtout les matins comme celui-ci, où la maison était calme, où l'air sentait la pluie fraîche et où le rire de Clara résonnait depuis la cuisine. Elle avait 11 ans maintenant, plus grande, plus forte, ses boucles plus sauvages que jamais. Elle ne chuchotait plus ses pensées, elle les partageait sans crainte. Elle l'appelait toujours papa et Antoine s'arrêtait encore à chaque fois, non pas parce qu'il en doutait, mais parce qu'il le chérissait. « Tu as le jus, Clara » cria-t-il. « En haut de l'étagère du frigo, derrière ton lait d'amande » répondit-elle. Sa voix portait avec cette même conviction qu'elle avait depuis le jour où elle l'avait mis en garde contre Sabrina. Et aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres. C'était l'audience finale. Le tribunal allait officiellement approuver la fondation éducative qu'Antoine et Clara avaient cofondée, l'Initiative des Cœurs Vaillants. Ce n'était pas seulement une association à but non lucratif, c'était une promesse inscrite dans la réalité. Ils s'étaient associés à des écoles de toute la région parisienne, proposant des programmes d'alphabétisation juridique, des ateliers pour les jeunes placés en foyer et des bourses d'études pour les enfants ignorés par le système. C'était plus que de la paperasse, c'était l'idée de Clara. Elle avait insisté sur le nom parce que les cœurs vaillants ne sont pas toujours bruyants, avait-elle dit aux membres du conseil d'administration lors de leur toute première réunion, mais quand ils le sont, quelqu'un devrait les écouter. Mais une nuit, dans une chambre d'hôtel à Marseille, quelque chose changea. Chloé se réveilla en sursaut, les yeux grands ouverts, le cœur battant la chamade. Damien se précipita à son chevet. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il, agenouillé, à côté d'elle. Elle lui serra le bras. « Elle était là, Aurélie, dans mon rêve, » dit-elle. Elle s'excusait, mais essayait ensuite de me prendre le document. Damien la prit dans ses bras. Ce n'était qu'un rêve. Mais cela ne ressemblait pas à un rêve, murmura-t-elle. Ils rentrèrent à Lyon le lendemain. Le soir même, Damien sortit la dernière enveloppe que Louise avait laissée. Il ne l'avait jamais ouverte, même après son décès. Son écriture était sur le devant. Pour quand elle posera des questions sur l'obscurité, il s'assit avec Chloé dans le bureau, déplia la lettre et commença à lire. Les mots de Louise étaient mesurés, délibérés, mais pleins de chaleur. « Ma douce, parfois les gens nous blessent, non pas parce qu'ils sont des monstres, mais parce qu'ils ont oublié qu'ils sont humains. Ils oublient comment écouter ou comment aimer. Mais ta voix leur rappelle. N'aie jamais peur de dire la vérité, même si elle fait trembler le sol sous tes pieds. » Chloé pleura doucement, là, tête sur son épaule. Damien ne dit rien. Il la serra simplement contre lui. Et c'est ainsi que se ferma le 7e chapitre de leur histoire, non pas avec des applaudissements ou des gros titres, mais avec une lettre, un rêve et la promesse d'un père que, peu importe le nombre de personnes qui écouteraient, il ne cesserait jamais de l'entendre. Quelques semaines plus tard, Damien reçut une invitation qui le surprit plus que toutes les autres. Elle ne venait pas d'un média, ni d'une association à but non lucratif, mais du cabinet d'avocats même qui avait autrefois tenté de le forcer à finaliser son testament avec Aurélie dans la pièce. L'email était formel, précis, avec un langage qui contournait toute responsabilité. Mais en substance, c'était ceci. Les associés voulaient rencontrer Chloé. Pourquoi ? Demanda Damien à Louis, lisant l'email à haute voix à la table du petit déjeuner. Parce qu'elle leur a foutu une de ses frousses, dit Louis d'un ton neutre en sirotant son café. Et peut-être parce qu'ils veulent en se donner bonne conscience. Chloé leva les yeux de son porridge. Vont-ils s'excuser ? Je ne sais pas, répondit Damien. Voudrais-tu y aller s'ils ne le font pas ? Elle ne répondit pas tout de suite. Alors je veux voir leurs yeux quand je poserai ma question. Quelle question ? Celle qui est coincée dans ma poitrine depuis le début, dit Chloé doucement.
Pourquoi personne n'a-t-il écouté plus tôt? 2 jours plus tard, Damien entra avec Chloé dans le hall de marbre de Duval, Leclerc et Bélier. La même réceptionniste était là. Elle tressaillit en les voyant. La réunion eut lieu dans une salle de conférence en verre. 5 associés principaux étaient assis, tous des hommes blancs en costume sombre, une femme à la posture rigide et au rouge à lèvres écarlate. Chloé, dans son tailleur bleu marine, vêtue d'une veste en jean délavé et de bottines usées, son apparence détonnait à côté d'eux, mais elle entra avec assurance. Antoine, son tuteur, la guida. « Merci d'être venue, Olivia », commença l'une des associées. « Nous souhaitions vous exprimer… » Olivia l'interrompit d'une voix calme, mais ferme. « Pas encore. » Un silence pesant s'installa. Elle sauta sur la chaise face à eux, ses pieds ne touchant pas le sol. « Vous saviez que quelque chose clochait ce jour-là. Vous m'avez vu trembler, vous avez vu mon grand-père confus, vous l'avez entendu parler trop vite. Vous saviez tous. Aucun des avocats ne répondit. Pourquoi n'avez-vous rien dit? La femme aux lèvres carmin reprit contenance. Mademoiselle, Rivière, les procédures judiciaires sont souvent… J'ai 8 ans. Inutile de rendre ça compliqué. Le silence s'épaissit encore. L'un des hommes les plus âgés, Maître Dubois lui-même, finit par joindre les mains. Vous avez raison. Nous avons failli. Nous pensions protéger le cabinet, mais nous avons oublié de protéger la vérité. C'est pourquoi nous vous avons fait venir. Il fit glisser un dossier à travers la table. À l'intérieur se trouvait un audit complet. Courriel, relevé d'appel, et même des notes internes questionnant l'ascendant soudain d'Irène. Antoine le lut attentivement pendant qu'Olivia patientait. « Nous allons rendre ceci public », ajouta Maître Dubois, « et nous allons démissionner. » Olivia cligna des yeux. « Tous ?» Maître Dubois acquiesça. Antoine leva les yeux, stupéfait. « Pourquoi? Maintenant? Parce que si une enfant a pu voir ce que nous n'avons pas eu le courage de nommer, répondit Maître Dubois, alors peut-être mérite-t-elle d'aider à façonner le monde que nous lui laissons. » En quittant le bâtiment, Olivia tira la main d'Antoine. « Je me sens légère. »« C'est ce que fait la vérité, » dit Antoine. « Même lorsqu'elle est lourde, elle te libère. » De retour à la maison, la boîte aux lettres débordait. Des lettres d'enfants, de parents, de juges, et même d'une travailleuse sociale à la retraite du Québec qui disait « J'aurais aimé avoir votre courage quand j'avais votre âge. » Une autre d'une jeune fille en foyer d'accueil. « Je pensais que personne ne me croirait. Mais maintenant je sais que quelqu'un le pourrait. » Une lettre se démarquait. Elle était manuscrite d'une écriture tremblante, mais familière. Irène. Antoine la fixa longuement avant de l'ouvrir. « Antoine, je ne m'attends pas à être pardonné, je ne le mérite pas. Mais j'ai besoin que tu saches que je me souviens de la nuit où Olivia a parlé. Je me souviens de ses yeux et pour la première fois depuis des années, j'ai vu quelque chose que je ne pouvais ignorer. Mon propre reflet dans son dégoût. Je suis entré en cure de désintoxication, pas seulement pour les médicaments, mais pour les mensonges, pour cette soif que j'ai assouvie avec chaque charme et chaque sourire. Tu as eu raison de partir. Elle a eu raison de parler. S'il existe un moyen de recommencer un jour, j'espère qu'il commencera par le silence, le mien. I. Antoine replia la lettre, la remit dans l'enveloppe et la rangea dans un tiroir qu'il ouvrait, Armand. Certaines choses, murmura-t-il, n'ont pas besoin d'applaudissements, juste d'une fin. Ce week-end-là, le club Parole d'Espoir organisait son premier rassemblement à l'échelle de la province. Des familles sont venues de partout au Québec. Olivia se tenait sous un grand chapiteau blanc, entourée d'enfants portant des t-shirts, assortis sur lesquels on pouvait lire des cœurs bruyants, des mots courageux. Elle parla sans notes, uniquement avec sa voix. Ma mère disait toujours « Les plus silencieux sont souvent les plus forts, mais je pense que les plus courageux sont ceux qui apprennent quand parler, même si leur voix tremble. Je n'ai pas sauvé mon grand-père, nous nous sommes sauvés, l'un l'autre et maintenant nous aidons à sauver les autres. » Acclamations, étreintes, larmes. Plus tard dans la soirée, Antoine la trouva sur le perron, fixant les étoiles. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « Je crois que j'y crois enfin. Je crois. Ce qui est arrivé pour une raison, se dit-elle. Ainsi, nous avons pu aider Théo. » Antoine passa un bras autour de ses épaules.
Tu as fait bien plus qu'aider. Tu as transformé des vies. Elle se blottit contre lui. Promets-moi quelque chose, n'importe quoi. Quand je serai grande et si j'oublie ce que ça fait d'être petit, tu me le rappelleras. Il sourit. Je le ferai. Mais quelque chose me dit que tu n'oublieras jamais. Alors, que les grillons chantaient et que l'air se rafraîchissait, père et fille étaient assis dans le silence. Le bon silence, pas celui qui fait peur. Celui où rien n'a besoin d'être dit. Parce que le testament avait été réécrit, la vérité avait été entendue, et, dans l'espace où le silence régnait autrefois, l'amour avait pris sa place. 3 années s'étaient écoulées depuis le jour où maman s'était tenue dans cette salle de conférence vitrée et avait rappelé à une salle remplie d'avocats ce à quoi ressemblait la conscience. Le souvenir s'accrochait encore à Antoine comme une chanson qu'il n'oublierait jamais. Surtout les matins comme celui-ci, où la maison était calme, où l'air sentait la pluie fraîche et où le rire de Clara résonnait depuis la cuisine. Elle avait 11 ans maintenant, plus grande, plus forte, ses boucles plus sauvages que jamais. Elle ne chuchotait plus ses pensées, elle les partageait sans crainte. Elle l'appelait toujours papa et Antoine s'arrêtait encore à chaque fois, non pas parce qu'il en doutait, mais parce qu'il le chérissait. « Tu as le jus, Clara » cria-t-il. « En haut de l'étagère du frigo, derrière ton lait d'amande » répondit-elle. Sa voix portait avec cette même conviction qu'elle avait depuis le jour où elle l'avait mis en garde contre Sabrina. Et aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres. C'était l'audience finale. Le tribunal allait officiellement approuver la fondation éducative qu'Antoine et Clara avaient cofondée, l'initiative des Cœurs Vaillants. Ce n'était pas seulement une association à but non lucratif, c'était une promesse inscrite dans la réalité. Ils s'étaient associés à des écoles de toute la région parisienne, proposant des programmes d'alphabétisation juridique, des ateliers pour les jeunes placés en foyer et des bourses d'études pour les enfants ignorés par le système. C'était plus que de la paperasse. C'était l'idée de Clara. Elle avait insisté sur le nom parce que les cœurs vaillants ne sont pas toujours bruyants, avait-elle dit aux membres du conseil d'administration lors de leur toute première réunion, mais quand ils le sont, quelqu'un devrait les écouter.